Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgue et notamment de l'orgue classique, son histoire, sa composition, ses facteurs et son buffet. De tous les instruments, l'orgue est le plus difficile à décrire et il est le plus complexe. De tous, n'est-il pas celui qui subit au cours des siècles les transformations les plus nombreuses? Dans son histoire, il est cependant possible de distinguer trois périodes. La première, plus longue que les autres, se réfère à l'orgue classique, du XIVe au XVIIIe siècle. La seconde, à l'orgue romantique au XIXe, et la troisième voit naître depuis 60 ans une brillante synthèse entre ces deux compositions. Comme l'orgue est essentiellement formé d'un groupement de tuyaux sonores qui parlent sous la pression du vent, l'historien soucieux de retracer la genèse de notre instrument peut se livrer, quant à ses origines, à maintes hypothèses, sans qu'aucune ne donne entièrement satisfaction. Qu'il soit plus simplement permis d'en évoquer certaines. L'olas des Grecs en est une manière de hautbois double. La flûte de Pan ou syrinx du berger groupe quelques menus tuyaux à bouche disposés côte à côte en ordre décroissant. Le Cheng des Chinois, faussement dénommé orgue à bouche, est formé d'une calebasse ou réservoir qui accueille plusieurs tuyaux de bambou à hanches libres, calebasse percée d'une ouverture contre laquelle s'appliquent les lèvres de l'exécutant, dont le souffle met en vibration cette masse originale qu'on appelle organale, alors que ses doigts sont appelés, comme dans la flûte, à obturer les tuyaux destinés à rester muets pendant que les autres parlent. Faut-il voir ici ou là une première source de l'orgue? On ne saurait le prétendre. Le premier facteur d'orgue fut en revanche celui qui réussit à construire un sommier, supportant une rangée de tuyaux et y comprimer l'air de manière constante, et à doter cet appareil d'une primitive rangée de touches, futur clavier dont les mécanismes permettraient de faire parler les tuyaux à volonté. Celui-là a un nom, le stésibios. Il vivait à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère. Il parvint à emmagasiner l'air sous la pression de l'eau, donnant naissance à l'orgue hydraulique ou hydraule. Ici, l'or sert donc de régulateur au réservoir d'air. Les 7 à 8 tuyaux de l'appareil sont d'airain et à hanches. Le clavier primitif est formé d'une série de touches que le doigt vient enfoncer, permettant à l'air de s'infiltrer à travers les trous d'une table supérieure du sommier, avant de mettre le corps sonore en vibration. Un facteur dont l'identité nous échappe devait un jour abandonner les deux corps de pompe de l'organe de l'eau et les remplacer par deux soufflets. D'hydraulique, l'instrument devient pneumatique, innovation dont on peut mesurer les conséquences. Mais en voici une autre. Dès l'époque d'Auguste, le jeu, que Ctesibios ne semble pas avoir connu, existe. On a retrouvé en Hongrie, à Aquinum, les restes d'un orgue pneumatique romain du IIIe siècle après Jésus-Christ. L'instrument comportait 4 séries de 13 tuyaux chacune et le clavier rudimentaire groupait 13 touches. Les valeurs exactes des intervalles existant entre ces touches n'a pu être établie. Le fait important réside dans la découverte de registres à glissière en bronze. Elle prouve qu'au IIIe siècle de notre ère, les artistes connaissaient un type de sommier mécanique à coulisses assez proches d'une autre. Chacun de ces registres était en effet mis en mouvement par un bouton qui faisait saillie à l'extérieur de l'instrument. Le système de la gravure n'existait pas, moins.
à une petite terrasse appelée bâtonnet et fil de laiton, établissait un contact entre la gravure et la touche numérotée d'un chiffre romain. Étroit, en alliage étain-cuivre, les tuyaux parlaient sous une pression moyenne. Chaque rang, formant un registre, possédait son propre réservoir d'air. Organe hydraulique, orgue pneumatique, c'est sous l'une ou l'autre de ces formes que l'orgue essaime en Europe. Ce que nous apprennent textes, miniatures, traités, représentations de toutes sortes, si Constantinople et le bassin de la Méditerranée orientale semblent se faire une spécialité de la construction de ces instruments de musique, il apparaît que ceux-ci gagnent l'Occident à l'époque roumaine et ne font entendre au théâtre comme au cirque. Les annales officielles nous apprennent que l'empereur Constantin, copronyme, envoyait en 757 un orgue à Pépin le Bref, mais elle ne donne aucune précision d'ordre thématique et technique sur ce présent. À quel moment l'orgue entre-t-il à l'église? Il serait présomptueux de répondre. On ne sache pas que les invasions des Normands et des Sarrasins aient été salutaires à d'aussi fragiles appareils. Pourtant, au moment même où l'Europe occidentale, sous l'impulsion de Cluny et de sa réforme, se couvre d'églises nouvelles, l'orgue semble envahir une à plusieurs tribunes des grandes églises de la catholicité. La Renaissance médiévale des Xe, XIe, XIIe siècles assiste à l'apparition timide encore de l'orgue d'église. À Munich comme à Winchester, à Erfurt comme à Reims, à l'abbaye de Limoges comme à l'abbaye de Fécamp, voici les traces d'un instrument dont les claviers atteignent 16 ou 20 notes et qui s'enrichissent peut-être de plusieurs centaines de tuyaux, parmi lesquels un départ pourrait être opéré déjà entre les trois familles qu'on a décrites précédemment, les fonds, les mutations et les anches. Ne nous y trompons pas cependant. Avant le XVIe siècle, l'orgue n'est pas en Europe aussi répandu qu'on pourrait le penser. Sa véritable diffusion coïncide avec celle de la polyphonie à 4 parties. L'histoire de l'orgue classique, qui s'étend du début du XIVe siècle au début du XIXe, connaît deux grandes périodes. Dans la première, qui prend fin au début du XVIIe siècle, le facteur semble se livrer à des expériences. Dans la seconde, il parvient à la maîtrise. La France sera prise ici pour exemple. Pays-Bas, pays germaniques, Italie, Espagne suivront la même voie. Du règne de Louis IX au règne de Louis XIII, notre pays a connu trois types d'orgues, le portatif, le positif et le grand instrument de tribune. De chacune de ces familles, aucun individu ne subsiste. Nombreux en revanche les textes qui font allusion à ces orgues, nombreux les sculpteurs, enlumineurs ou peintres qui s'efforcent de les représenter. Il n'est que lire les poètes, les chroniqueurs du Moyen-Âge ou du XVIe siècle. Il n'est que de feuilleter un manuscrit, déchiffrer un vitrail, un tympan de cathédrale pour découvrir ici ou là le joueur de portatif ou le moine effleurant les touches d'un positif. Des trois types d'orgues qu'on vient de dire, le portatif, moins coûteux, moins encombrant, semble emporter les suffrages les plus nombreux. Dans les premiers siècles du moins, il est au même titre que le clavicorde, la guitare, le luth, instrument d'harmonie. Comme tel, il permet de faire entendre simultanément les deux ou trois parties d'un conduit, d'un motet ou d'un organum, cette forme de chant polyphonique créée par un léonin ou un perrotin au XIIIe siècle. Il trouve place dans la maison du bourgeois, dans la chapelle du seigneur, comme à l'église ou chez le ménestrel.
Les usages sont multiples qu'il autorise. Il se mêle au chœur et tient lieu de flûte ou de chalumeau. Ici, il faut renforcer les voix des supérins, de ténors, voire de les remplacer. Il propose la note à la scola, il soutient le plein chant. Dans la procession, il scande les litanies. Au porche des cathédrales, il symbolise la musique dans les miracles ou les mystères. Une musique infernale ou profane ici, une musique paradisiaque et mystérieuse là. Dans la chanson populaire, il ne lui est pas interdit de lancer le refrain. On l'imagine sans mal dans la chanson savante, préludant aux douces mélopées du trouvère ou du troubadour. Et pourquoi ne pas supposer que le portatif ait exhorté les auditeurs à la danse? Comme son nom l'indique, le positif, plus important que son frère, ne peut être porté en bandoulière. Il est posé à terre ou sur un meuble. L'artiste qui faisait sonner le portatif touchait le clavier de la main droite, tandis que la gauche actionnait le soufflet. Le positif, plus volumineux, plus riche en tuyaux, admet une manière de révolution dans le jeu. L'exécutant, cette fois, s'applique avec les deux mains au clavier, car les possibilités d'ordre sonore ne sont accrues pour lui, mais il doit faire face à une aide, celui qui sera chargé avec les deux mains également de propulser les soufflets. On disait alors d'administrer le vent. Est-il placé sur un trépied, une table, une console? Ce nouvel instrument prend le nom de positif de table. Comporte-t-il déjà une sorte de soubassement? Ce positif qui porte à terre prend le nom de positif de pied. C'est au Xe siècle qu'apparaissent ces deux types d'instruments, tout comme le portatif. Volumineux, le positif n'est plus l'instrument à tout faire, à tout jouer. Il demeure dans la salle de musique du Seigneur, dans sa chapelle ou sur la tribune, le jubé de l'église. Le positif de table peut être encore manié avec aisance, mais on ne transporte pas facilement le positif à pied. Tout au plus, le jour de la représentation d'un mystère, lui fait-on traverser la maîtresse nef et l'installe-t-on au bas des planches ou au fond de la scène, sous le porche de la cathédrale, pour accompagner les voix du ciel et les diablotins descendus sur terre. En règle générale, c'est autour de lui, au pied du lutrin, que se groupent dans le chœur, à la cantoria ou au théâtre, les chantres et les enfants des scolas. Il lui arrive également de servir de ralliement à plusieurs instruments, cordes ou vents, qui, l'orgue aidant, donnent un concert. Moins coûteux que le positif à pied réservé peut-être aux églises, le positif de table apparaît plutôt comme un instrument profane. Touché par le noble, le bourgeois, il est aussi par la femme, la châtelaine, la dame qui chante ou qui fait danser. En plein air ou à l'intérieur des logis, en France comme aux Pays-Bas, en Allemagne comme en Italie, le positif de table a les faveurs de toute une société au XIVe siècle. Si le portatif a disparu au XVIIIe ou XVIIe, le positif a survécu. Nous disions plus haut qu'il avait fréquemment trouvé place à la tribune ou sur le jubé. Posé sur le plancher, il apparaissait au centre de la balustrade échancrée à cet effet, ou bien, positif de table, il avait été placé sur la balustrade elle-même. C'est là que nous le retrouverons depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, sous le même nom. Il n'est plus individu isolé, mais il appartient désormais à un instrument de la même famille, quoique beaucoup plus simple et beaucoup plus ample, le grand orgue de tribune, dont il constitue le clavier secondaire. Sur la même tribune, grand orgue et positif se sont trouvés côte à côte. Certains facteurs du XIVe siècle ont pensé
qu'il ne serait peut-être pas impossible de les faire parler de commun et d'en confier le toucher à un seul et même interprète. Ainsi, le clavier réduit du positif pourra-t-il s'accoupler au clavier plus fourni du grand orgue? Nous le retrouverons tout à l'heure. Il nous reste à donner quelques indications sur la facture, la composition de ces orgues lilliputiennes, portatives ou positives. Nous retrouvons dans ces instruments, à une échelle très réduite, les organes essentiels décrits dans les premières vidéos de cette série sur les orgues. Voici d'abord les petits tuyaux. Ils sont d'étain dès le XIe siècle, puis d'un alliage d'étain et de plomb en fin de bois, ouvert ou bouché, les uns cylindriques, les autres coniques. Le facteur les dispose sur un, deux ou trois rangs dans un ordre logique, c'est-à-dire décroissant de gauche à droite. Les tuyaux les plus longs, les plus graves, correspondent aux touches inférieures du clavier. Il n'est pas rare de les voir groupés en forme de mitre épiscopale. Les tuyaux les plus gros et les plus longs au milieu de l'instrument et les autres répartis en ordre décroissant de chaque côté. Leur hauteur varie de 24 à 8 et 4 pouces. À leurs pieds, voilà le clavier. Au Xe, XIe et XIIe siècle, il ne comporte que 9 à 12 touches. Au XVIe, le nombre de celles-ci atteint 34, voire 40. Diatonique, au début, le clavier se charge de tous ses éléments chromatiques au XIVe siècle. Les touches sont d'abord de simples tirettes dont l'extrémité placée entre le pied du tuyau et la table du sommier est forée d'un trou par où l'air s'engouffrera. Cette touche tirette, qui fait office de soupape, sera tôt remplacée par la touche bouton, ressemblant à celle de nos machines à écrire, puis à la touche baguette, qui est à l'origine du clavier moderne. Une rangée de tirettes plus élevée que l'autre, de boutons ou de baguettes, figure les notes chromatiques. Une rangée inférieure, les notes diatoniques. On les réunira par la suite, quitte à laisser les premières sur un plan supérieur et à utiliser pour elles une autre manière, ici l'ébène, là l'ivoire, l'appareil, qui permet de réunir les touches au tuyau, porte en ces instruments le nom de sommier. Petite caisse sur laquelle l'air est emmagasiné et qui est constituée par du bois, du cuivre et du plomb. La soupape a fait son apparition dès le début du XIVe siècle. Un astrologue des ducs de Bourgogne, Arnand de Zuel, nous apprend qu'au milieu du XVe siècle, le sommier à soupape était déjà riche en ses organes portatifs et positifs, de tous les organes que nous avons dénombrés dans les vidéos précédentes. Le registre fait notamment son office, comme dans l'orgue pneumatique d'Aquinum. Et oui, c'est-à-dire que le portatif ou le positif possède différents jeux, traduisez différentes sonorités. L'organiste les peut utiliser soit séparément, soit en les mélangeant les uns aux autres. Ils sont au nombre de 3 ou de 4. La soufflerie de ces instruments comprend un ou plusieurs soufflets avec le mécanisme de soupape et ses annexes, ainsi que des porte-vents. Dans le portatif, il n'existe qu'un grand soufflet actionné à la main dont le positif et le facteur a pu construire 2 ou 3 soufflets actionnés à la main et au pied. Soufflet triangulaire en forme de poire, soufflet arrondi en demi-cercle ou soufflet à table rectangulaire. Et oui, les différents types de soufflets sont importants pour comprendre la nature du vent. Les portatifs et les positifs possèdent leur buffet, tout comme le grand orgue.
Il y a lieu d'une part de cacher à la vue les soufflets et le sommier, et de maintenir de l'autre côté les tuyaux placés sur ce dernier. D'où l'aspect général de tout portatif, une caisse rectangulaire dont les deux côtés plus étroits sont prolongés par des montants. La caisse reçoit le sommier. Les montants préservent les tuyaux. Une traverse de bois réunissant un montant à l'autre maintient dans le haut les corps sonores. Le tout est sculpté, rehaussé de peintures précieuses. Les tuyaux souvent guillochés, un luxe encore plus grand sera déployé pour la décoration du positif. La boiserie du positif de table est semblable à peu de choses près à celle du portatif. Le positif à pied connaît déjà un véritable buffet, avec un soubassement découpé par des arcadures, des panneaux. Les tuyaux les plus gros ont pris place de part et d'autre de l'instrument, dans des compartiments plus élevés. On les dénommera tourelles. Au XVIe siècle, le revêtement de l'orgue peut être plaqué de bois précieux. On y découvre des rosaces, des soufflets, des arcadures. On y peint déjà quelques scénettes. À profusion, on y répand l'or et l'azur. Les tuyaux sont argentés, les écussons passés au vermillon. Telles nous apparaissent ces orgues portatives ou positives dans les tableaux du XIVe siècle, XVe siècle et XVIe siècle. Avec sculpture et fidélité, le peintre relève un à un ces détails qui affectent le clavier, la traverse ou la tuyauterie, et qui nous disent plus que les textes l'amour que portait à son travail un facteur d'orgue, hélas anonyme, qui était architecte autant que décorateur. Pour remplir les cathédrales que construisent nos maîtres d'œuvre au XIIIe et XIVe siècle, les mêmes facteurs ont pensé que portatif et positif étaient désormais insuffisants. Le besoin d'un instrument aux sonorités plus puissantes, plus variées, se fait sentir dès la fin du XIIIe siècle pour alterner avec le chœur ou entraîner la foule des fidèles. D'où la nécessité de construire un sommier plus large, destiné à recevoir une tuyauterie plus abondante, d'où la nécessité, pour ne pas assourdir l'organiste, de surélever sommier et tuyaux, ce qui allait entraîner une révolution dans la facture d'orgue. Autrefois, la touche, la soupape et le tuyau se trouvaient sur le même plan. Il n'en sera plus de même désormais. Si le sommier est plus large que le clavier, il est situé sur un plan supérieur. Il y a lieu de créer, entre autres, entre ces deux organes, un lien, c'est l'abrégé, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors sera réalisé le grand orgue, dont le point de départ semble devoir être cherché dans le positif à pied, placé au XIIIe siècle sur les jubés de nos églises. Ce grand orgue apparaît donc dans toute la chrétienté au début du XIVe siècle, contrairement aux portatifs ou aux positifs qui ont été utilisés. On l'a vu, le registre depuis l'époque romaine, le grand orgue nécessitant un mécanisme plus complexe semble ne comporter qu'un grand plein jeu au rang bloqué et ne faire appel au registre que pour des jeux secondaires, les trompettes, les flûtes. Du jour où, en Allemagne, en Bourgogne, en Castille, aux Pays-Bas autrichiens, en Flandre, en Italie au XVe siècle, on parvient grâce au registre coulissant à isoler toutes les rangées du plein jeu, en aboutit à la création de l'orgue moderne au jeu indépendant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel épisode sur les orgues. Fidèlement, Jean